Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous possédez. Souvent, vous vous mésestimez tellement par rapport à tout ce que vous pouvez partager, transmettre, apporter, simplement en étant vraiment bienveillant à votre égard. Les sages enseignent depuis des millénaires. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Tout est là en vous. La paix que vous cherchez, elle est là. C'est inhérent à votre nature. L'amour que vous cherchez, il est là, il est en vous. C'est quand on arrête de se bagarrer avec soi-même qu'on commence à découvrir la paix. Et à force de pratique, d'ouverture, de commencer à assouplir votre esprit, puis commencez vraiment à vous faire confiance, commencez à être un peu plus doux avec vous-même. Ça donne un espoir extraordinaire. Ça veut dire que rien n'est figé, que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est pas immuable et peut être changé. Tous les jours, la méditation, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma vie? Tous les jours, ces petites graines que vous cultivez. Vous retrouvez le goût de vivre, que vous avez envie de vivre pleinement votre existence. Et que vous trouvez sens à votre vie, alors vous avez gagné. C'est ça la méditation. Finalement, ce bonheur auquel vous aspirez, c'est si simple. Et quand vous le vivez après, vous ne voulez plus rien d'autre. Et c'est le bonheur dans lequel vous baignez, parce que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez amené ça tous les jours. Les graines de la bienveillance, de l'amour, du respect, et surtout, ce sera jamais parfait. Ce bonheur de réaliser ce que nous sommes pleinement, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et c'est le cadeau que vous faites aux autres. Vous faites le cadeau de votre bonheur aux autres. C'est important de se poser les questions et de se dire maintenant quel est le cadeau que j'ai envie de me faire pour le reste de mes jours. Ravi de vous voir aussi nombreux à cette conférence sur la méditation. Ça a l'air d'être un sujet qui passionne. D'abord, je vous présente Nathalie. Bonsoir. Nathalie qui m'assiste à toutes les conférences parce que je ne peux pas voir le chat, donc je ne peux pas voir vos questions. Donc elle récupère vos questions, elle me les redonne. Elle fait partie complètement intégrante de Ressources Actualisation, de Planète Altruiste aussi, puisque nous sommes une association humanitaire. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Elle est référente dans les cuisines, notamment dans les stages que nous animons, et puis aussi référente pour la cuisine, on appelle ça la cuisine bienveillante, la cuisine altruiste dans notre association Planète Altruiste. Qui est une cuisine sans substance animale. Voilà. Préciser. Tout à fait. Je vais d'abord vous présenter, donc je vais vous parler de méditation. Ensuite, je vais répondre à vos questions, et puis ensuite, on parlera des moyens à mettre en application, des moyens à mettre en œuvre pour aller dans le sens de vos aspirations. Alors, d'abord, qui je suis pour parler de méditation? Alors, moi, j'ai commencé à pratiquer, on va dire, de manière autodidacte, dans un premier temps, la méditation dès mon adolescence. Je dirais même, j'ai commencé dès l'âge de 13-14 ans. Je me suis intéressé de manière très autodidacte parce que je voulais donner des réponses à mes questions face à la souffrance, que ce soit la mienne, que ce soit celle des autres. J'avais envie de savoir, donc j'avais déjà cette soif de connaissance tout jeune. Et puis ensuite, j'ai continué et j'ai eu le bonheur. Alors j'ai eu tout un parcours. Vous me retrouverez sur le site. J'ai eu une période où je me suis retrouvé SDF. Après, j'ai fait du théâtre de rue grâce à des artistes que j'ai rencontrés, durant lesquels j'ai fait mes études de psychologie. Donc j'ai étudié la psychologie. J'ai étudié de très nombreux courants parce que j'avais envie d'approfondir mes connaissances sur la nature humaine. Et puis ensuite, j'ai consacré beaucoup de temps de manière beaucoup plus intensive à la méditation, parce que je me suis retiré pendant près d'1 an et demi pour me consacrer complètement à ça. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer de nombreux sages indiens, tibétains, occidentaux aussi, et qui ont été pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Et notamment, vous avez dû le voir dans la petite bande-annonce,
j'ai eu le bonheur de fréquenter pendant à peu près une quinzaine d'années Shimon Rinpoche, qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire parce qu'il faisait partie de ces rares personnages qui, qui étaient tout à fait cohérents avec le message qu'il transmettait. En fait, l'être et le message c'était pareil. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une grande source d'inspiration. Puis ensuite, j'ai continué à approfondir. J'ai commencé aussi à transmettre, je dirais presque malgré moi, parce qu'au départ, je voulais pas du tout transmettre. Et puis, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé avec des personnes. On m'a envoyé des personnes. On m'a dit, bah écoute, tu devrais leur transmettre ce que tu sais pour les aider. Ça leur fera du bien. Et puis, j'ai commencé à transmettre. Puis, visiblement, effectivement, ça faisait beaucoup de bien à ces personnes qui m'ont envoyé du monde. Et je me suis retrouvé avec un cabinet. Et donc, j'ai exercé en cabinet pendant près de 20 ans. J'étais consultant à France 3 aussi, dans le cadre de la gestion du stress. Je suis intervenu dans de très nombreux hôpitaux de la région Alsace aussi. J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises aussi, dans le cadre aussi là de la gestion du stress, parce que la méditation est la gestion du stress est une des applications. Et puis ensuite, en 2007, j'ai proposé mes services sur Internet parce que je me sentais limité en fait en cabinet. Je me disais c'est dommage, je peux toucher très peu de personnes alors qu'il y a tellement de personnes qui auraient besoin de ces connaissances que ça leur rendrait un service absolument extraordinaire au vu des résultats qu'on obtenait notamment en cabinet. Et donc j'ai commencé à proposer cette démarche en 2007 sur Internet. Et là le succès a été quelque chose d'extraordinaire. On a des retours absolument fantastiques de la part des personnes. Et comme vous allez voir, c'est une méthode qui est parfaitement adaptée à notre mentalité occidentale. Il n'y a aucun rituel. Il n'y a aucun aspect religieux, rien du tout. C'est quelque chose que tout le monde peut vraiment mettre en application. Mais en même temps, c'est une démarche qui est très profonde puisqu'elle a été, on va dire, supervisée par tous ces sages. Elle a été, on va dire, d'une certaine manière reconnue par tous ces grands maîtres que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Donc, alors maintenant, parlons de méditation, évidemment, puisque vous êtes là pour ça. D'abord, la question qu'on se pose, pourquoi méditer? Pourquoi on se mettrait à pratiquer la méditation? Alors, on pourrait avoir toutes sortes d'objectifs, que ce soit un objectif de bien-être, on peut avoir même des aspirations qui ne sont pas toujours très, très claires. En tout cas, de manière générale, on a envie d'aller mieux. Et on peut dire que, d'une façon générale, tout le monde aspire au bonheur et tout le monde souhaite se libérer de la souffrance. Je crois que je connais personne, à moins, sauf dans les cas pathologiques, mais je ne connais personne qui aime souffrir. Et c'est quelque chose que nous partageons même avec le règne animal. Et donc, la méditation, son objectif essentiel dans un premier temps, et je dirais le but fondamental, c'est d'accéder au bonheur. Et évidemment de se libérer de la souffrance. Alors on va voir dans la pratique, ça va nous amener à plusieurs choses. D'abord, d'identifier clairement quelles sont les vraies causes du bonheur, ce qui crée un bonheur authentique et un bonheur durable, et quelles sont les vraies causes de la souffrance, et comment se défaire de ces obstacles pour avoir enfin la vie à laquelle nous aspirons. Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur Internet et de manière générale, on voit beaucoup de choses et les gens parfois mélangent un petit peu tout et on parle de méditation et quand on commence à regarder un petit peu de plus près, c'est des choses un petit peu curieuses. Néanmoins, il y a des personnes très sérieuses qui professent, qui apportent des choses vraiment tout à fait valables. Mais par contre, il y a une confusion qu'il faut lever tout de suite parce que je constate depuis que je transmets, on a tendance à associer la méditation avec la pleine conscience, alors que la pleine conscience n'est qu'un aspect de la méditation. En fait, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. D'ailleurs, même Mathieu Ricard en parle. Il parle bien, il met bien en évidence, en valeur, que la méditation, c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Et le but, c'est d'arriver à infléchir notre esprit dans le sens de notre bonheur, dans le sens de nos aspirations. Dalai Lama lui-même dit, d'ailleurs, à propos de la pratique, il disait, la bonne pratique, c'est celle qui marche, c'est celle qui va faire que votre vie va changer, va se transformer. Alors,
La méditation nous vient évidemment essentiellement des Indes, de l'Orient, du Tibet, où il y a beaucoup de courants très divers, et parfois c'est très difficile de s'y retrouver. Et je dirais que nous ne sommes pas tous destinés à mener une vie monastique, à nous enfermer dans un monastère, à faire des rituels, à répéter, comme dans le bouddhisme tibétain, à répéter des pujas. J'avoue que moi personnellement, pour avoir fréquenté les Tibétains, c'était pas franchement ce qui me plaisait le plus, parce que pour moi ça ne correspondait pas à mes racines. Et le fait de fréquenter chez Mingyur Rinpoche en privé, c'était un vrai privilège pour moi, parce que je bénéficiais vraiment de l'essence des enseignements qu'il transmettait. Et pour moi, c'était d'une valeur inestimable. Et c'est ce que je recherchais le plus. Et je pouvais mettre ensuite en application sans avoir besoin de participer à tous ces rituels. Bien que, évidemment, je respecte. Alors, il y a beaucoup d'autres traditions. Je parle du bouddhisme parce que c'est ce que je connais le mieux, encore que je suis très prétentieux en disant que c'est ce que je connais le mieux, parce que, on va dire, pour moi, j'ai assez survolé la question. C'est surtout dans la pratique, dans la mise en application, que j'ai pu tirer réellement bénéfice. Vous avez plein d'autres traditions qui existent. Vous avez aussi les religions qui en elles-mêmes apportent des choses intéressantes et qui peuvent être très enrichissantes pour l'être humain. Maintenant, revenons à nos moutons. Maintenant, parlons vraiment la méditation, indépendamment de toute forme de tradition, de toute forme religieuse. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, je viens de le dire, on parle de la pleine conscience. Mais en fait, la pleine conscience, c'est un mot qui a été utilisé par Kabat-Zinn. Comment? Je voulais juste préciser, le docteur John Kabat-Zinn, qui, quand il transmettait la méditation à l'époque, en fait, c'était très difficile de parler de méditation sans se faire taxer de secte. Donc, il a changé le terme et il a appelé ça la pleine conscience. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu perdu parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a réellement derrière. En fait, la pleine conscience, c'est tout simplement, possède tous une faculté qu'on a tous, c'est l'attention. Et l'attention, c'est ce qui va nous permettre d'entraîner notre esprit, ou plutôt notre conscience, à gagner en stabilité. Parce que si, et ça c'est un fait d'observation, vous pouvez tous remarquer en vous-même, vous vous rendrez compte que votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, de les suivre bien volontiers. Et ça nous ramène à ce que disait, comment il s'appelle, Phineas Kimby, qui disait « Votre vie, finalement, n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». Le problème, c'est que vous avez très peu conscience de vos véritables pensées. Alors, la pratique de l'attention va nous permettre d'acquérir cette stabilité, de faire en sorte que notre conscience ne suive plus les pensées, et ça va nous aider à être intensément et profondément là où nous sommes. Et vous voyez que je fais très attention à ne pas parler de l'instant présent, parce que là aussi, c'est pareil, quand on commence à creuser la question, on se rend compte que l'instant présent, en réalité, ça n'existe pas. Parce qu'à quel moment on est dans le présent, c'est une fraction de seconde entre le passé et le futur. Et en fait, finalement, on constate que tout cela est conceptuel. Le passé, là aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on entend par le passé? Le passé, finalement, qu'est-ce qui vous reste? Ce sont toujours des événements que vous avez vécus à un moment, et vous les avez vécus au moment où vous étiez là pour les vivre. Et ce qui vous en reste, ce sont, comme disent les bouddhistes, des empreintes qui sont restées sur la conscience et qui vous ont laissé des souvenirs qui deviennent de plus en plus vagues avec le temps, mais qui néanmoins vous influencent. Et en fait, c'est pas le passé qui vous influence, c'est la perception que vous avez de votre passé, la représentation mentale, comme on dit en psychologie. Et puis le futur, comme disait Bouddha, il est non advenu, il n'est pas encore là, donc il n'existe pas encore. Et on va voir que ce futur va dépendre de ce que nous allons faire maintenant. C'est ce qu'il faisait dire à Bouddha. En fait, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et ce que vous vivrez demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et donc on va voir que le moment le plus important, c'est maintenant, parce que c'est là que se décide votre avenir, votre futur, et ce que vous allez récolter dans l'avenir. Donc l'attention, ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est un entraînement de l'esprit qui va consister à acquérir plus de stabilité au niveau de la conscience, pour qu'elle ne s'identifie plus aux pensées et aux émotions. Alors ne croyez pas que c'est facile, que ça se fait en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'au début, on va utiliser un certain nombre de supports. On va utiliser le corps, on va utiliser l'esprit lui-même, on va utiliser le souffle, on va approfondir, et tout ça va nous amener à acquérir de plus en plus de hauteur par rapport à soi-même, puisqu'on va de moins en moins s'identifier à nos pensées, et on sera de moins en moins forcément esclave de nos émotions. Alors, ça nécessite un entraînement qui va nous aider à
à prendre de la hauteur par rapport à soi, et on va voir que les effets sont assez considérables, puisque on va voir que les émotions se pacifient, comme l'esprit d'ailleurs. L'esprit va se pacifier, les émotions vont se pacifier, on va prendre de la hauteur. Ça a des effets au niveau de la santé, ça a été très largement reconnu d'un point de vue scientifique. On sait qu'il y a une normalisation de la pression artérielle, le cœur bat plus calmement, il y a une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, les échanges se font beaucoup mieux, donc ça apporte beaucoup de bénéfices, les déchets s'éliminent beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Puis je pourrais comme ça lister tous les effets qu'il peut y avoir sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé mentale, on sait aujourd'hui que le fait, ce ralentissement, cet apaisement de la pensée va entraîner des ondes alpha qui sont des ondes beaucoup plus lentes au niveau du cerveau, et on sait que ces ondes alpha participent très largement à notre équilibre psychologique. Donc plus vous pratiquez cet apaisement de l'esprit, ce que dans le bouddhisme on appelle shamatha, qui veut dire repos calme, et bien plus vous arrivez à vous entretenir dans cet état de tranquillité, et bien plus ça va avoir des effets sur aussi bien votre corps que votre esprit. Mais on va voir que ça ne suffit pas. Parce que je vois beaucoup de personnes qui pratiquent ce qu'on appelle aussi le MBSR, donc la méditation pleine conscience, mais qui sont toujours aux prises avec des émotions, qui n'arrivent pas qui dès qu'ils ont fini la pratique, eh bien ils sont à nouveau face à des réactions de leur esprit, des réactions émotionnelles, et donc ils n'arrivent pas à s'en défaire si facilement. Parce qu'évidemment, il y a un autre aspect qui est très important, c'est ce qu'on appelle aussi les antidotes. Nos émotions ont des racines profondes. Et il y en a une notamment à laquelle je pense qui est vraiment propre à l'Occident, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui est très ancré dans la conscience, c'est même ancré dans notre conscience collective. C'est un véritable poison qui génère de l'anxiété, de l'angoisse, qui fait que on est très difficilement en paix avec soi-même, on est constamment en train de se juger, de se mésestimer, et tout ça ne participe pas évidemment à notre bonheur, et ça nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et de tirer bénéfice finalement de nos expériences. Donc on va voir, tous ces antidotes vont être indispensables pour arriver à apaiser notre esprit. Et si je prends la méthode que nous préconisons dans les cours, ça fait partie du deuxième cycle. Dans le deuxième cycle, il y a un exercice qui nous apprend à prendre de la hauteur par rapport à nos émotions, avoir je dirais même une forme de bienveillance à l'égard de soi-même. Ensuite, il y a cet exercice sur la culpabilité, parce que c'est un sujet vraiment très important qu'il faut pouvoir traiter. Ensuite, on verra des exercices comme l'acceptation de soi, qui va vraiment nous aider à accepter aussi bien nos émotions positives que nos émotions négatives, et d'apprendre à en faire même des amis pour qu'on puisse tirer bénéfice de ces... Parce que ce sont des énergies. Il faut savoir que émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Ensuite, on aura toutes sortes de pratiques qui sont fondées sur l'imagerie mentale, la visualisation, parce que ce sont deux choses très différentes, sur la suggestion aussi. On verra des exercices comme l'équanimité des sentiments. Alors, ça paraît un peu bizarre comme nom, comme ça, mais c'est un antidote en fait, à la culpabilité qui est absolument extraordinaire et qui va nous permettre de développer, on va dire, de légitimer notre aspiration au bonheur. Il y a des pratiques pour renforcer la confiance en soi, parce que la confiance en soi est vraiment indispensable à la construction d'une vie accomplie et heureuse. Et puis après, plein d'autres exercices comme ça, il y a à peu près une douzaine d'exercices dans le niveau 2. Et ensuite, il y a un troisième aspect de la méditation qui est très importante, qui est fondamental, c'est la véritable nature des phénomènes et la véritable nature de l'esprit. Parce que si on se contente de s'asseoir et de regarder son souffle ou d'être attentif à son corps, on va avoir toutes sortes de pensées. Mais si on n'a pas conscience de leur véritable nature, eh bien ces pensées vont nous mener par le bout du nez, elles vont faire un peu ce qu'elles veulent, et on sera à nouveau très vite aux prises avec nos difficultés. Eh bien, on va voir qu'un aspect qui est très important et qui est souvent négligé, notamment dans notre culture occidentale, c'est la réalisation de notre véritable nature, de ce que nous sommes par nature, au-delà des pensées qui varient sans cesse, des émotions qui nous bougent sans cesse. D'ailleurs, quand on demande aux gens... quand on leur pose la question à quoi ils font référence lorsqu'ils disent moi ou je, eh bien, on se rend compte qu'ils rencontrent de grandes difficultés à identifier clairement ce qu'ils entendent par je, moi, qui je suis réellement. Alors, on va entrer dans des concepts, on va parler d'identité ou de soi, ou etc. Mais tout ça, finalement, ce sont des concepts. Dans la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et là, c'est pareil, on va avoir des pratiques qui sont fondées, qui vont nous permettre de reconnaître la vraie nature de notre esprit. Alors d'abord, en reconnaissant ce que n'est pas notre esprit, et puis ensuite de révéler réellement ce que nous sommes vraiment par nature.
Et puis, on verra évidemment toutes sortes d'exercices qui sont basés sur l'amour, sur la compassion, sur des pratiques extraordinairement puissantes. Et tout ça, c'est tout un programme qui s'acquiert et qui va nous permettre d'acquérir cette stabilité. Puis surtout, vraiment de clairement identifier la vraie cause de la souffrance et les vraies causes du bonheur. Alors, je vais m'arrêter sur cet aspect parce que ça, c'est un aspect vraiment très important. Quelles sont les vraies causes du bonheur? Eh bien, les bouddhistes nous disent une chose intéressante, c'est que, en fait, l'esprit est le créateur du nirvana et il est le créateur du samsara. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il est tout simplement le créateur du bonheur et le créateur de la souffrance. Et on peut voir effectivement que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui font que nous souffrons, que nous sommes malheureux, mais plutôt la réaction que cela va réveiller. Et on peut voir, la preuve en est, c'est que vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances, vous n'aurez pas une seule personne qui va réagir de la même façon. Vous aurez parfois des réactions violentes, au contraire, la personne va rester très calme, on peut même imaginer une personne qui rit de ce qui se passe, et on va voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de réactions différentes, parce qu'il y a autant de perceptions différentes de la situation. En fait, nous avons tous une certaine représentation de la situation, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une réaction plus ou moins importante. Et c'est ce qu'il faisait dire à une sage américaine, disant on a une histoire avec tout. En fait, on a une histoire avec l'homme, on a une histoire avec la femme, on a une histoire avec l'enfance, on a une histoire avec l'argent, on a une histoire avec le sexe, on a une histoire à peu près avec tous les objets de nos perceptions. Et on peut dire d'une certaine manière, c'est que entre nous et la réalité, eh bien, il y a tout un, comment dire, un bouillonnement de concepts, d'idées, de croyances, de préjugés, d'a priori, qui nous empêche finalement de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et donc, une fois qu'on a reconnu que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance, puisque à situation égale, personne ne vit les choses de la même façon, donc si c'était la situation qui portait les caractéristiques de la souffrance, tout le monde devrait la ressentir de la même façon. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, comment est-ce que on va, à partir de là, on a cette honnêteté envers soi-même, et on va voir que certaines personnes, même dans des situations dramatiques, vraiment épouvantables, eh bien, savent tirer réellement bénéfice de circonstances adverses. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire. J'ai eu le bonheur de rencontrer un grand maître, un grand sage qui était reconnu par sa communauté, qui a vécu plusieurs années, qui a été incarcéré par les Chinois et qui a été torturé pendant des années. Quand j'ai rencontré cette personne, j'arrivais pas à croire qu'il avait vécu tout ce qu'il avait vécu. Il a été torturé pendant des jours et des jours. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous ressentiez jamais de haine? Il dit, si, bien sûr que je ressentais de la haine. Mais par la pratique, par l'entraînement qu'il avait acquis de la méditation, il avait appris à ne pas suivre ses pensées. Parce qu'il avait dit, si je suivais ma haine, c'est moi qui serais allé en enfer. Et il a continué à pratiquer malgré des conditions absolument difficiles, compliquées. Je vois parfois des personnes qui disent « Ouais, mais j'ai pas le temps pour la pratique, je suis très occupé, etc. » Alors que là, on peut dire que les conditions n'étaient pas très idéales pour pratiquer. Eh bien, il a pratiqué et ça lui a permis de sortir de cette situation. Et quand j'ai rencontré cet homme, pour moi, c'était une leçon extraordinaire. Je me suis rendu compte à quel point c'était bien notre esprit qui créait la souffrance et non les conditions adverses dans lesquelles nous nous trouvions. Certes, son corps a souffert, certes, il a beaucoup souffert de cette situation, mais néanmoins, j'aurais pu rencontrer un être complètement anéanti, démoli après des années de torture, et j'ai vu un homme extraordinairement rayonnant, riant, qui avait beaucoup d'humour, et pour moi, ça a été une leçon absolument extraordinaire. Et je me suis rendu compte que c'est là qu'est véritablement notre force. C'est cette capacité à ne pas donner prise à nos propres émotions. Alors vous allez me dire, mais c'est pas facile. Non, non, c'est clair, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est tellement devenu habituel. Ce sont des habitudes qui sont tellement ancrées en nous et surtout dans nos cultures depuis des millénaires. Nous, on n'a pas cet entraînement de l'esprit. Ils font ça depuis des millénaires, donc ils sont complètement imprégnés de ça. Alors que nous, on découvre à peine la méditation. On est au premier balbutiement de la méditation en Occident et on voit à quel point toutes ces émotions qui sont ancrées même dans l'inconscient collectif viennent nous reprendre très facilement par la main. Et donc, ça demande beaucoup d'attention. Mais si on ne fait rien, eh bien, la situation ne va pas s'améliorer. Ça va continuer à courir comme ça a toujours couru. On va continuer à vivre exactement les mêmes choses. Et comme je me plais à le répéter, si on continue à penser, à agir et à nous exprimer comme on l'a toujours fait, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents de ceux qu'on a obtenus jusque-là. Donc, c'est important que nous puissions commencer à avoir les clés qui vont nous permettre de faire en sorte de ne plus faire exister cette souffrance en nous-mêmes. Et ensuite, quelles sont les causes du bonheur? Les véritables causes du bonheur sont
liées à l'éveil des qualités. En fait, c'est pas le terme qualité pas approprié à la nature même de notre esprit, c'est-à-dire à l'amour, la compassion et la sagesse. Et Dalai Lama en parle beaucoup. Dans notre culture, parler d'amour et de compassion, c'est compliqué parce que je constate que les gens confondent ça avec l'amour, ce qu'on appelle l'amour-attachement. Et comme on a un héritage on hérite du romantisme, parce que comme disait Dalai Lama, je ne connais rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme, parce que dans l'amour, on n'aime pas l'autre. En fait, on aime l'image que l'on se fait de l'autre. Donc ça, c'est pas de l'amour. L'amour, en fait, c'est de reconnaître d'abord l'amour pour soi-même. Et quand on révèle, plus on va révéler ce que nous sommes par nature, on va découvrir ces qualités de bienveillance, d'amour, d'altruisme, qui sont en fait, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de fabriquer, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'inventer, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de forcer. C'est là présent en nous. Il s'agit de le découvrir derrière les nuages que représente d'une certaine manière notre esprit, toutes nos tendances, toutes nos émotions négatives sont autant finalement de nuages, autant d'obstacles qui nous empêchent de reconnaître notre vraie nature. Et plus on va les découvrir, et on verra qu'il y a des pratiques d'ailleurs pour ça, pour permettre à ces qualités. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir aux méditations collectives du dimanche, vous verrez, on fait quelques exercices aussi dans ce sens, eh bien, ça permet de révéler notre vraie nature. Alors, je disais que l'obstacle dans notre culture, c'est vraiment lié à cet amour-attachement, parce que on est dans une forme de possessivité dans nos relations. On arrive à aimer les gens que si ils nous appartiennent, que si c'est devenu ma femme, mon mari, ce sont mes enfants, et je n'aime qu'eux. Et donc, mais on constate que finalement, quand on élargit ce spectre de la bienveillance, de l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, eh bien, on se rend compte qu'on est beaucoup plus apte à aimer, d'abord à s'aimer soi-même, à aimer les autres, à aimer les proches, et que ça rayonne en fait finalement sur toute notre existence avec tous ceux qui nous entourent. Donc finalement, l'amour, c'est quelque chose qui est bénéfique autant pour soi-même que pour les autres. D'ailleurs, je ne cesse de dire que quand on donne de l'amour, en fait, on est le premier à recevoir de l'amour. On reçoit notre propre amour, notre propre compassion, parce qu'on baigne finalement dans la compassion qu'on est en train de manifester. Alors que si au contraire vous êtes dans la colère, ben vous baignez dans votre colère, et avec tous les effets que ça va avoir, aussi bien sur votre équilibre mental, sur votre santé, et que l'équilibre de vos relations. Donc on voit que finalement, on a tout intérêt à aller dans ce sens, parce que ça va participer à améliorer notre situation générale. Et puis, je vais m'arrêter un petit instant, parce que j'ai vu un concept il n'y a pas très longtemps, on parlait d'autocompassion. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, mais finalement, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et on se rend compte à quel point la compassion envers soi-même est quelque chose de vraiment d'essentiel. Quand j'ai rencontré les bouddhistes, j'ai découvert une chose extraordinaire avec eux, c'est que, en fait, ils apprennent à l'enfant, dès l'enfance, à être bon pour lui. Alors que chez nous, on nous dit sans arrêt qu'il faut faire attention à l'image qu'on va donner, à sa tenue, à bien se tenir, etc. Alors que là-bas, c'est plutôt, on cultive pas du tout l'image de soi, c'est plutôt vraiment d'être bienveillant à l'égard de soi-même. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que pour moi, c'était vraiment révolutionnaire. Je me rendais compte à quel point on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et pourtant, ça va être très positif parce que comment vous pouvez aimer les autres si vous ne commencez pas déjà par vous aimer vous-même? Si vous n'avez pas un minimum d'estime de vous-même ou un minimum de compassion pour vous-même, comment vous allez faire finalement pour aimer les autres? Vous allez projeter en fait tous vos doutes, tous vos peurs, toutes vos attentes. Et c'est un peu ça d'ailleurs, l'amour attachement, c'est que si l'autre ne se conduit pas tout à fait comme nous on y aspire, eh bien on va se sentir en difficulté avec l'autre. Si l'autre menace, par exemple, de nous quitter parce qu'il ne trouve plus son compte dans la relation, et là, d'un seul coup, on se sent abandonné et on se rend compte à quel point on manque d'autonomie parce que notre bonheur, en fait, dépend complètement des circonstances et complètement des autres. Alors que si au contraire, je découvre que j'ai en moi, je porte en moi les causes du bonheur, les vraies causes du bonheur, eh bien je deviens complètement autonome et je vais partager mon bonheur avec les autres parce que j'ai cette capacité à créer du bonheur en moi-même. Et c'est tout ça que finalement va vous apporter la méditation quotidienne. Voilà. Alors maintenant, je vous propose, je vais répondre aux questions. Oui. Donc on a les premières questions. N, faut-il se concentrer sur la respiration ou bien visualiser nos pensées
pendant la méditation? Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Mm. C'est pas du tout ça la méditation. C'est pas une concentration sur quoi que ce soit. C'est pas une concentration sur la respiration. C'est pas une concentration sur la pensée. C'est un éveil de l'attention. On apprend à être attentif. Si par exemple je vous dis portez votre attention sur votre bras gauche, par exemple, vous allez prêter de l'attention. Vous allez être un peu plus attentif. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de conscience qui se produit. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus conscient de votre bras. Mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer, vous êtes juste attentif. En fait, dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. Et donc, il y a une notion d'ouverture. C'est tout l'inverse de la concentration. La concentration, on est fixé sur l'objet, notre champ de conscience se rétrécit. Alors que là, on ouvre au contraire son champ de conscience. C'est d'ailleurs la grande différence entre l'hypnose ou l'auto-hypnose et la méditation, parce qu'on va certainement poser la question. Karen, la méthode Coué est-elle la pleine conscience? Absolument pas. Absolument pas. La méthode Coué, c'est une forme d'autosuggestion. Donc là aussi, il y a un rétrécissement du champ de conscience. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'être un peu plus conscient. D'ailleurs, c'est Dalai Lama résumé assez bien en disant regardez ce que vous faites. Et la méditation, c'est on apprend à voir comment on pense, comment on agit et comment on s'exprime. C'est-à-dire, on devient un peu plus conscient de notre manière de fonctionner, parce que sans cela, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la transformer, on ne peut pas lui permettre d'évoluer. Tant qu'on n'a pas conscience de sa façon de penser, ni de sa manière d'agir, ni de sa manière de s'exprimer, comment vous voulez que ça change? Et puis, alors, j'ai rien contre l'autosuggestion, puisqu'on le propose dans le cycle 2. Mais la suggestion, c'est une pratique parmi beaucoup d'autres. Et se limiter à ça, c'est vraiment réduire, et puis ça reste très limité. Donc, il y a une bonne façon de la pratiquer aussi, on pourrait en parler éventuellement. Alors, Ensuite. Question suivante. Guisette, comment utiliser l'esprit pendant la méditation? Ça dépend ce que vous faites, pourquoi vous voulez utiliser votre esprit. C'est première étape, encore une fois, il y a les 3 étapes. Première étape, l'éveil de l'attention, qu'on appelle pleine conscience. L'éveil de l'attention, d'apprendre à être attentif à soi-même. Attentif soit au processus physique dans un premier temps pour les débutants, d'être attentif au souffle, d'être attentif à d'autres processus. Il y a même des pratiques d'élargissement du champ de conscience. Par exemple, dans le niveau 1 qu'on propose, on termine sur une expansion du champ de conscience à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc on accroît la conscience, on devient de plus en plus conscient, une conscience commence à s'élargir de plus en plus, ce qui va nous permettre d'embraser de plus en plus de paramètres qui échappaient jusque-là à la conscience. Et c'est un peu, comment dire, c'est comme si vous êtes dans une pièce, imaginez, vous êtes dans une pièce, vous êtes dans l'obscurité, vous vous cognez partout, vous cognez contre les autres, vous cognez contre les meubles, contre les tapis, etc. Et tout ça, c'est parce que vous ne voyez pas clair. Et il suffit d'allumer la lumière. Et une fois que vous avez la lumière, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Vous comprenez mieux et vous pouvez éviter ce genre de situation. Et je dirais, si on doit faire un parallèle avec la pleine conscience, c'est ça, c'est d'amener de la conscience dans sa vie, d'être un peu plus conscient, encore une fois, je le répète, de notre manière de penser, de notre manière d'agir et de notre manière de nous exprimer, ce qui nous permet de voir si nos comportements sont appropriés. Parce qu'il y a une notion que je n'ai pas développée, mais qui est très largement développée dans la méthode, qui est très importante, c'est la notion de cohérence. C'est un jour un lama tibétain, j'avais écouté ses enseignements, je trouvais ça extraordinaire. Il dit une chose toute simple, mais d'une évidence absolument extraordinaire. Il disait, vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire. Et je me suis dit, mais il a raison. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. C'est qu'on veut bien que notre vie s'améliore, mais on ne fait absolument pas ce qu'il faut pour que ça aille. Donc il doit y avoir une cohérence entre mes aspirations, entre ce que je veux, ce que je désire, et ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que si je veux des relations épanouissantes, heureuses, enrichissantes avec les autres, mais que je suis tout le temps en train de crier, de me mettre en colère, etc., ça va être très difficile. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour me libérer de mes colères. Donc, c'est là où c'est très important, si vous aspirez au bonheur, c'est très important de pouvoir mettre en accord vos pensées, vos actions et votre manière de vous exprimer pour que ça crée le bonheur auquel vous aspirez. Donc, cette notion de cohérence est vraiment indispensable. Mais c'est pour ça que tant qu'on n'a pas conscience de sa manière de penser, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où l'attention va être extrêmement utile. Alors, question suivante. J'ai perdu mes questions. Alors, Lise Florency, est-ce que la méditation peut guérir nos blessures et
comment retrouver confiance en soi? Oui, ça se fait, je dirais que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est Hippocrate qui a dit une chose très vraie, le père de la médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et ce qui est vrai sur le plan physique est vrai aussi sur le plan de l'esprit. En fait, vous créez, par la pratique, vous créez les conditions de la guérison. C'est pas la méditation qui va guérir. En fait, la guérison va se faire quasiment d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont prendre place, qui vont se mettre en place et qui vont faire que vous allez être dans des conditions tout à fait appropriées pour vous libérer de ces difficultés. Je me rappelle d'ailleurs, quand j'étais en cabinet, il y avait une participante, et on est devenus amis plus tard, elle m'a confié, elle m'a dit, au début, c'était très bizarre parce que elle était venue parce qu'elle avait des angoisses. Et puis, elle a pratiqué. Puis à un moment, elle a complètement oublié ses angoisses, mais elle me dit, un jour, j'étais très surprise de voir que j'avais plus d'angoisse. Et je cherchais même mes angoisses. Vous voyez, ça me faisait bizarre. Parce qu'elle me dit, il y a quelque chose, mais elle me dit, comment ça se fait? J'ai pas fait d'analyse, j'ai pas essayé de comprendre. Je dis, non, c'est pas nécessaire. Mais parce que tes angoisses, elles disparaissent, parce que maintenant, comme tu es en accord avec toi, tu es en paix, tu n'as plus raison d'avoir d'angoisse. Donc les angoisses disparaissent. Alors, Sandrine. Bonsoir, merci à vous. Est-il possible de guérir l'anxiété et l'angoisse présentes depuis 20 ans, au moins avec la méditation? Alors, il ne peut y avoir qu'une amélioration. Ça ne peut pas. La pratique va, bien sûr, sur l'aspect anxieux, on a des résultats. On voit beaucoup de personnes qui viennent dans nos cours et qui étaient de grands anxieux et qui ont appris vraiment à apaiser, sinon d'apprendre à vivre, à apprivoiser ces tendances. Il faut savoir, c'est que tout va pas disparaître comme ça, comme par enchantement. C'est petit à petit, encore une fois, je le répète, mais on crée les conditions pour que les choses s'améliorent et très progressivement, ça s'améliore. Mais il faut se dire, c'est que tant qu'on ne fait rien, eh bien, ça va continuer à exister. Parce que, je le répète, et je le fais exprès, mais si vous continuez, et c'est logique, si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, eh bien, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un moment, c'est important de prendre sa vie en main, de se dire, voilà, maintenant, je vais commencer à faire autre chose, à faire autrement, pour que ma vie s'améliore. Yannick Mérès, est-ce que la méditation avec des affirmations positives peut nous aider à changer nos croyances limitantes? Alors, première chose très importante, on parle des croyances limitantes. Alors ça nous vient de beaucoup d'auteurs. Toutes les croyances sont limitantes. Dès l'instant où vous êtes dans une croyance, c'est-à-dire vous croyez que les choses sont ainsi, vous ne pouvez pas les voir telles qu'elles sont véritablement. Donc c'est enfermant. Les préjugés, les a priori, les croyances. D'ailleurs, il y a plusieurs formes d'attachement dans le bouddhisme dont on parle, et on parle de l'attachement aux croyances. C'est-à-dire qu'on s'attache vraiment à une façon de penser, une façon de voir. On croit que les choses sont ainsi, mais la réalité est beaucoup trop vaste pour être enfermé dans des croyances. Donc ça nous limite, et ça limite notre champ de conscience. C'est pour ça qu'on a une tendance à tout étiqueter et à mettre tout et enfermer. C'est un peu le problème. C'est quand, par exemple, vous souffrez d'une maladie. Une maladie, c'est un phénomène, mais qui est extraordinairement vaste, qui est multifactoriel, quel qu'il soit, et s'enfermer dans une étiquette va nous empêcher de trouver la meilleure attitude ou le meilleur remède qui soit approprié pour nous, parce que, encore une fois, tout cela est très fluctuant. Se limiter juste à des affirmations positives, ça suffit pas du tout. Ça aide, ce sont des pratiques qui peuvent être très puissantes, mais à condition d'être, je dirais, suffisamment équipé. C'est un peu comme, voilà, si vous faites du jardinage, si vous allez planter toutes sortes de choses dans votre jardin, mais vous pourrez pas appliquer, planter au même endroit des tomates, ou vous allez planter des choux, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Donc, ça ne suffit pas, évidemment. Fabrice qui pose la question, parce que tu parlais d'hypnose et d'auto-hypnose, il demande quelle est la différence entre méditation et auto-hypnose. J'ai répondu, ça n'a strictement rien à voir. Dans la méditation, on essaye, c'est pas qu'on essaye, on éveille notre attention. Notre objectif, c'est de reconnaître clairement les causes de la souffrance qui sont en nous et de voir comment on va faire pour s'en libérer. Le deuxième aspect, c'est de reconnaître les vraies causes du bonheur et de les actualiser. Je ne vois pas comment, avec l'hypnose, on peut arriver, parce que l'hypnose n'éveille pas notre compassion, n'éveille pas notre sagesse, n'éveille pas notre capacité à aimer, notre bienveillance à l'égard de nous-mêmes. C'est un rétrécissement du champ de conscience.
Et j'en sais quelque chose, puisque là, je sais de quoi je parle, puisque j'ai fait une formation d'hypnologue, mais j'ai fini par abandonner. J'ai travaillé d'ailleurs pour les hôpitaux. Mais c'est quelque chose que j'ai fini à abandonner parce que ça reste quelque chose de très, très limité. Et je dirais même parfois qui peut être dangereux dans son application. La belle guitare. Bonjour, puis-je pratiquer la méditation en pratiquant mon instrument? Je Bah, pense que c'est la guitare. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire, mais dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est de vous entraîner en dehors de l'utilisation de votre instrument, et après, vous pourrez l'appliquer dans votre activité. Olivia, bonjour. Comment faire changer les choses qui nous paraissent maltraitées si nous sommes dans la compassion des personnes qui maltraitent? Non, là encore une fois, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle la compassion. La première chose à faire, c'est d'avoir de la compassion pour soi. Ça, c'est très important. Et c'est quoi avoir de la compassion pour soi? C'est puissais-je me libérer des causes de la souffrance? C'est-à-dire, je me souhaite du fond du cœur de me libérer des causes de la souffrance. J'aspire très fortement à cela. Et de fait, je vais identifier, reconnaître les causes de la souffrance et m'en libérer. Et ensuite, l'amour, c'est puissais-je me actualiser les causes du bonheur? Ça, c'est l'amour. C'est vraiment, je me souhaite du fond du cœur de réaliser les causes du bonheur. Quelqu'un qui a de l'amour pour lui-même, qui a de la compassion pour lui-même, et quelqu'un qui est bienveillant envers lui-même. Donc, il ne va plus accepter les mauvais traitements, parce que ça n'a pas de sens. Il dit, pourquoi j'accepterais de me faire maltraiter si je m'aime? C'est pas le cadeau que j'ai envie de me faire. Je vais me faire le cadeau de relations épanouissantes et heureuses. Et donc, ça me permettra, et l'amour et la compassion que je vais éveiller en moi-même, et que je peux avoir pour l'autre, va me permettre de recadrer la personne. C'est-à-dire de refuser ces mauvais traitements. C'est pas de la compassion que de subir les mauvais traitements de l'autre. Ça, c'est du masochisme, je dirais. Vous n'avez pas à accepter de subir les mauvais traitements des autres. Vous n'êtes pas sur Terre pour ça. Et l'autre, il n'a pas à se comporter de cette manière à votre égard. Et donc, c'est là où c'est important, vous devez apprendre à vous affirmer, avoir un peu plus d'amour pour vous-même, pour ne plus vous laisser maltraiter. Ça va vous donner de l'audace, ça va vous donner de l'intrépidité, l'amour et la compassion. C'est pas, encore une fois, vous voyez, c'est la confusion, et c'est tout le problème dans notre culture, c'est cette confusion, c'est de se dire, parce que j'aime l'autre, je dois tout accepter et je dois tout subir de lui. Si vous aimez vos enfants, vous n'allez pas le laisser faire tout ce qu'il veut, parce que sinon, ça va devenir un barbare, il va devenir extrêmement égocentrique, et ça va ne pas du tout participer à son bonheur, au contraire. Vous allez être capable de le recadrer quand c'est nécessaire, voire éventuellement le punir s'il a eu un comportement destructeur, que ce soit à son égard ou à l'égard des autres. Et ça, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. C'est parce que vous avez de l'amour pour votre enfant que vous allez lui apporter ça, en plus de l'affection, de la tendresse que vous allez lui donner. Mona, est-ce que la méditation nous amène à la clairvoyance? On va dire que c'est un des effets secondaires possibles de la méditation. Marcella, pardon. Comment la méditation peut nous aider à se connecter à son enfant intérieur et communiquer avec lui? Alors, ça fait partie de la psychologie. Ce que vous appelez, alors je ne sais pas très bien ce que vous entendez par votre enfant intérieur, mais je sais que bon, ça vient de certains courants psychologiques. Je vais être honnête, je n'ai jamais eu besoin de faire ce genre de choses pour me libérer. La pratique va faire qu'il y a les choses. On dit que dans le bouddhisme, on dit que les événements sont un retour vers soi du passé. C'est-à-dire que votre passé, il se traite au fur et à mesure que vous avancez dans l'existence. Et il y a un phénomène, on va dire, d'auto-libération qui va se produire. Mais vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans votre passé, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je sais que c'est peut-être pas agréable ce que je suis en train de vous dire, mais le plus important, encore une fois, c'est très pragmatique, la méditation. C'est, encore une fois, de reconnaître les causes de la souffrance et de s'en libérer, et d'identifier clairement les causes du bonheur et de les actualiser de façon à ce que ça prenne vraiment sa place dans votre vie. Et ensuite, il y a tous les antidotes dont je parlais tout à l'heure. C'est votre enfance, elle est terminée. Maintenant, il faut vivre votre vie adulte, de l'accomplir. Alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est ce qu'on dit, oui, mais si on a eu des blessures de l'enfance. Alors ça aussi, c'est un truc, et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai fait plusieurs années d'études de psychologie, on parle de blessures. Les bouddhistes abordent pas du tout la chose de cette façon. Ils parlent de perception. On a une perception, une représentation mentale d'une situation. Et c'est cette représentation qui fait que on colore la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce qu'il faisait dire d'ailleurs à Dalai Lama. En fait, il n'y a pas
de mauvaises cartes du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et vous verrez que dans toutes les situations, il y a toujours plusieurs angles de vue. Et selon l'angle sur lequel vous allez regarder, eh ben, ça peut faire toute la différence. Mais pour pouvoir bénéficier de ces différents angles de vue, il faut avoir suffisamment de recul. Et ça, c'est les méditations qui va vous l'apporter. Alors, Véronique et Charlie, je cumule les deux D'accord. questions. Véronique, combien de fois faut-il méditer par jour et pendant combien de temps? Et Charlie pose la question, la meilleure manière de méditer, est-ce les yeux entrouverts ou fermés? Alors, on a plein, évidemment, de courants, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Je me réfère à ce que disait Dalai Lama, la bonne pratique, c'est celle qui marche. Parfois, les yeux ouverts, ce sera approprié. Parfois, les yeux fermés, ce sera approprié. Parfois, vous pouvez pratiquer allongé. Vous pouvez pratiquer assis. Encore une fois, c'est celle qui va mieux convenir. Je vais vous raconter, dans mon cabinet, j'ai reçu des non-zen. Il y avait une non-zen qui était venue. J'ai eu aussi un bouddhiste qui était venu. Et puis, je commençais la pratique. J'apprenais aux gens à pratiquer d'abord allongé. Mais ils me disaient, pourquoi vous faites ça? Je lui dis, parce qu'en Occident, lorsque vous mettez les gens assis, en méditation, ils ont une tendance à se figer. Ils deviennent presque même à la limite rigides, alors qu'il s'agit de s'ouvrir. Et ce sont de grands stressés. La meilleure façon, c'est de commencer au contraire allongé pour apprendre aux gens à bien se détendre le corps, détendre l'esprit, etc. Après, on les amène vers la position assise. Et il était très surpris parce qu'il dit, oui, mais dans le zen, on pratique assis, etc. Je dis, écoutez, vous essayez, si ça vous convient, tant mieux, si ça vous convient pas, c'est pas grave, vous arrêtez. Et puis, ils ont joué le jeu, ils ont pratiqué, ils ont dit, ah, mais c'est pas mal du tout, au contraire. Et ils ont trouvé ça vraiment formidable. Et même, je me rappelle plus de son nom, mais cette non-zen m'a téléphoné pour me dire, écoutez, en fait, c'est extraordinaire ce que vous faites parce que j'ai compris vraiment aujourd'hui ce que c'est que le zen. Donc, vous voyez, ça mène à tout. Donc, c'est pas... oui, on cherche à trouver la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est à force de pratique, d'ajustement. C'est comme ça que petit à petit, vous trouvez la bonne attitude, la bonne façon de pratiquer. Émilie, que pensez-vous du voyage astral? Est-ce que c'est en lien avec la méditation? Inutile. Moi, je me suis essayé pour voir, mais franchement, ça m'a strictement rien apporté. Et je dirais que c'est comme Raymond Gruyère disait dans la gnose de Princeton, il disait, il ne faut pas que la petite lumière cache la grande lumière. Le but fondamental, c'est le bonheur. Je vais vous raconter une autre histoire vraie. Gérard Durus, qui a été mon ami et mentor pendant 30 ans, qui est décédé aujourd'hui, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait un de ses élèves qui pratiquait, puis pendant un certain temps, il n'avait plus de nouvelles de lui, il ne le retrouvait plus. Et puis, il vient voir, il s'appelait Ariel, et il dit à Gérard, écoute, voilà, j'ai vu la lumière blanche, il avait vécu des choses. Et puis, Gérard Durus l'écoute avec beaucoup d'attention, puis il lui dit, Ariel, depuis que tu pratiques avec moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il dit, d'abord, je vais beaucoup mieux. J'ai retrouvé mes enfants parce que ses enfants, on ne voulait plus le voir. J'ai retrouvé mes enfants. Avec ma femme, on s'entend bien. On a vraiment trouvé un meilleur rapport. J'ai retrouvé un travail, etc. Il lui a dit, c'est ça qui est important. Le reste, tu oublies. Voilà. Si ça ne vous aide pas à mieux vivre votre quotidien, si vos relations avec les autres ne se transforment pas, si vous ne créez pas de bonheur dans votre vie, parce que vous faites du voyage astral, vous voyez des lumières, ou vous faites je ne sais pas, ce genre de choses, ça ne sert strictement à rien. Sandrine, je veux me libérer des causes de mon état anxieux persistant. Où trouver les méditations guidées, mais les bonnes? Alors, on va en parler tout à l'heure, puisque bon, si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais on va vous parler des cycles de formation qu'on propose, mais on va revenir après. Des méditations très, très aidantes. Sardine, est-ce que Tonglen est une forme de méditation? C'est une forme de méditation, donner et recevoir, qu'on pratique d'ailleurs. Je vois qu'on a affaire à une personne qui est peut-être venue les dimanches matins à la méditation. Alors, Katz, comment la méditation peut aider en cas de maladie chronique? Il y a, encore une fois, dans la mesure où on se remet de plus en plus, il y a moins d'anxiété, il y a plus d'apaisement. Donc ça va influer directement sur le corps. Comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix.
parce que dans la paix, vous faites plus facilement la synthèse des événements auxquels vous avez été confrontés, vous retrouvez votre recul, votre tranquillité d'esprit, ça vous permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Donc il y a beaucoup moins de stress, le stress disparaît facilement. De la même façon, au niveau du corps, c'est ce que je disais au début de cette conférence, ça a des incidences absolument extraordinaires, puisqu'il y a une normalisation de la pression artérielle, une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, ça c'est énorme, le cœur bat plus calmement, il y a une légère vasodilatation périphérique qui se produit, donc les échanges se font beaucoup mieux au niveau des organes, donc tout ça participe à votre santé. Donc Chantal, qui explique que sa mère, donc ma mère, a été maltraitée en EHPAD. Je crois qu'elle est décédée, parce qu'elle a envoyé plusieurs messages. Je ne peux pas avoir de la compassion pour l'équipe médicale, mais de la révolte et une action pour dénoncer la maltraitance de ma maman. Ne pas dénoncer la maltraitance de ma maman serait égoïste. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas... la compassion, c'est pas quelque chose qui doit se forcer. C'est que ça commence à prendre un sens dans la pratique. Mais d'abord, vous devez avoir de la compassion pour vous et pour votre grand-mère, c'est ça? Votre mère. C'est votre mère. C'est très important. C'est la première chose que vous devez faire. Je vois des personnes qui ont été maltraitées. Nous, on a eu des personnes, des femmes qui ont été violées, qui sont venues dans nos stages. Je leur disais, mais vous devez avoir de la compassion pour vous, parce qu'ils ont entendu, soit, je ne sais pas, des auteurs qui leur disaient que ils devaient pardonner pour retrouver la paix. Mais je dis, attendez, non, pour l'instant, vous ne faites pas ça. Vous devez vous prendre soin de vous, vous construire vous-même, avoir de l'amour, de la bienveillance, du respect pour vous-même. Après, on verra ce qu'on peut faire pour les autres. Mais d'abord, et c'est indispensable, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'aimer les autres si vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous-même, si vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même. C'est impossible. Donc, alors ne laissez pas, par contre, ne laissez pas votre révolte créer plus de souffrance que nécessaire. Essayez de trouver la paix d'abord en vous-même, et puis de penser à votre grand-mère, d'avoir de l'amour pour elle, le souhaiter. Et par contre, évidemment, que s'il y a eu maltraitance, c'est important d'en informer les autorités pour que ça ne se produise plus. Donc voilà, merci Olivia de reformuler la question parce qu'il y avait beaucoup de messages et j'arrivais pas à comprendre. Olivia pose la question: comment être heureux avec tant de souffrance et d'injustice dans ce monde? Votre malheur n'apportera jamais de bonheur à qui que ce soit. Je ne cesse de le dire, mais on se plaint qu'il n'y a pas d'amour dans notre société, mais personne n'en donne, personne n'en met dans cette société. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de regarder les choses sous cet angle, parce que la situation ne s'améliorera pas si personne ne fait ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Donc je pense que c'est important de créer aujourd'hui des modèles, et nous c'est ce qu'on fait notamment, il y a des personnes qui sont déjà venues dans les stages peuvent en parler, c'est de montrer qu'on peut vraiment vivre heureux ensemble, en appuyant notre démarche sur la bienveillance, sur l'amour, sur le respect, et déjà de créer cet univers déjà en soi, de créer des exemples pour que ça donne envie aux autres et qu'ils abandonnent ces comportements destructeurs, autodestructeurs, parce que l'autodestruction et la destruction, elles viennent d'une démarche très égocentrique. Il y a trop d'attitudes. Dalai Lama le dénonce lui-même d'ailleurs. Il y a trop d'égoïsme. On est trop tourné vers soi sans se préoccuper des autres et des incidences de nos comportements. Et je pense que ça, c'est très important. C'est pour ça que vous voyez, de développer la compassion envers soi-même n'a rien d'égoïste. C'est de reconnaître que c'est parce que je vais me libérer de mes obstacles, de mes propres obstacles, de mes obscurcissements mentaux, comme disent les bouddhistes, et d'actualiser les causes du bonheur, que je vais devenir une meilleure personne pour les autres. Donc c'est quelque chose de très altruiste, au contraire. Et on voit que plus on va ensuite faire rayonner cette bienveillance autour de soi, eh bien, ça va démultiplier encore notre bonheur, notre bien-être, parce qu'on se limite plus à soi, mais on commence à élargir autour de soi et de plus en plus, et de commencer à faire exister. Et les autres sont autant d'occasions, même les personnes qui ont des comportements, on va dire, parfois pas très heureux, ou même parfois destructeurs, mais c'est aussi une façon de renforcer, encore une fois, notre amour et notre compassion. Mais la compassion ne doit pas être fondée sur mon peu vieux, c'est pas de ta faute si t'es comme ça n'a strictement rien à voir. C'est au contraire, tu es parfaitement responsable de tes comportements, de tes choix, de tes pensées. Et ça, c'est très important de le reconnaître. Mais aussi, c'est l'amour pour l'autre, ou la compassion pour l'autre. C'est puisse
tu te libérer de tes propres obstacles, de tes propres obscurcissements mentaux, ceux-là même qui te conduisent à ce comportement destructeur. Ça, c'est l'amour et la compassion. Donc, c'est pas une attitude où j'accepte tout, où j'approuve tout, où je dis amen à tout. Ça n'a rien à voir. Au contraire, vous êtes même capable de trancher lorsque c'est nécessaire. Je vais même vous raconter encore une autre anecdote. C'était une personne qui suivait mes cours et ça faisait un moment, elle était sous l'emprise d'un patron tyrannique, enfin d'un collègue plutôt tyrannique. Et puis, elle avait pratiqué, il commençait à avoir un peu plus de respect pour elle, mais ça devenait de plus en plus insupportable, ce contexte avec son collègue. Elle me dit, et un jour, elle s'est vraiment surprise, elle s'est levée, parce qu'il avait encore sorti un truc pas très heureux, et elle lui dit, je refuse de continuer à travailler avec toi. Elle l'a vraiment recadré, elle l'a remis à sa place, et elle dit, si tu ne changes pas, moi j'arrête de travailler, quitte à perdre ma place, je m'en fous, mais je refuse de continuer dans ces conditions. Donc elle a vraiment recadré, parce qu'elle avait suffisamment d'amour pour elle-même, qu'elle n'acceptait plus ce genre de situation. Et les choses, contre toute attente, se sont améliorées. L'autre a fini, peut-être qu'il avait besoin, c'était le coup de pied au cul salutaire dont il avait besoin, que quelqu'un le remette gentiment à sa place pour qu'il se rende compte que son comportement ne participait à aucun bonheur, était absolument pas constructif. Donc l'amour, c'est aussi ça, c'est pas juste de dire amen à tout le monde, d'être gentil avec tout le monde, mais de savoir recadrer quand c'est nécessaire. Mais il faut avoir suffisamment d'amour pour soi pour le faire. Fabrice, est-il possible d'avoir des mouvements anarchiques incontrôlés du corps pendant la méditation, en méditation? Ça peut parfois arriver. Il faut juste ne pas s'y attacher, laisser passer. Après, ça se stabilise. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la méthode parce que je pense qu'on a vu à peu près toutes les Oui, j'ai questions. plus de questions. Alors, pardon Ouais. si j'en ai loupé une ou deux. Mais... Je transmets. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert un cabinet en 87, un peu malgré moi, et j'ai transmis une démarche qui m'a été communiquée, notamment par mon ami Gérard Duruz, mentor, que j'ai ensuite transformé, que j'ai, avec son accord bien sûr, j'ai apporté quelques petites retouches, quelques améliorations. C'est une démarche qui est vraiment totalement adaptée à la mentalité occidentale. Le premier cycle, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'éveil de l'attention, qui est très important dans la démarche. C'est le socle, je dirais même, de la méditation. C'est ce qui va nous donner la stabilité, le recul par rapport à soi, de prendre de la hauteur par rapport à ses pensées. On va apprendre à ne plus s'identifier aux pensées ou aux émotions. Quand je dis ne plus s'identifier, c'est pas les rejeter, c'est être capable au contraire de les voir, mais de ne plus leur donner cette emprise sur nous-mêmes. Et c'est un programme qui se déroule sur 7 semaines. Et ça va vous permettre d'ancrer cette démarche. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Et le deuxième niveau se déroule sur 12 semaines. Et là, vous avez un grand nombre d'antidotes. Je parlais du premier exercice qui consiste à prendre de la hauteur par rapport à ses propres émotions et même d'avoir une attitude bienveillante. Les antidotes sur la culpabilité, sur la pratique sur l'acceptation de soi, qui est une pratique très puissante parce qu'elle va nous aider à être à l'aise aussi bien avec nos tendances négatives qu'avec nos aspects positifs, parce que c'est important de mettre de la conscience aussi sur ses qualités, ses véritables qualités humaines, sur ses aspects positifs, et de ne plus être autant affecté par ces tendances négatives. Et puis ensuite, on va découvrir aussi, eh bien, on met en valeur l'importance de la confiance en soi, qu'il y a un exercice qui est consacré à la confiance en soi, à la motivation. La motivation, c'est le moteur de nos actions, donc il faut pouvoir lui donner de la puissance. Vous avez des techniques qui s'adressent au corps pour favoriser le processus d'auto-guérison. Donc vous avez tout un ensemble de pratiques très complètes. Il y a 12 pratiques comme ça, et qui vont que vous allez faire vôtre, qui vont s'intégrer dans votre façon d'être et qui vont être extraordinairement salutaires dans votre quotidien, dans tout ce que vous ferez au quotidien. Et puis ensuite, le troisième cycle, c'est 12 semaines aussi de pratiques. Il y a des pratiques très puissantes qui vont nous aider à révéler ce que nous sommes par nature, à éveiller nos véritables qualités humaines, ce que nous sommes par nature. Et donc, c'est tout un... Je ne vais pas vous détailler. Vous avez d'ailleurs tout le programme sur le site. On va vous en parler. Donc, si ça vous intéresse, si et seulement si ça vous intéresse, vous pouvez... Alors, comment ça va se passer? Imaginons, vous avez envie de suivre la démarche, eh bien, vous allez recevoir le cycle 1, comme j'ai dit, dure 7 semaines. Vous allez recevoir une présentation écrite, une présentation audio et un exercice audio. Pendant toute la semaine, vous allez pratiquer l'exercice qui vous est donné. Donc, c'est très pédagogique, c'est très suivi. Vous êtes accompagné au fur et à mesure. La semaine suivante, on va un petit peu plus loin. Donc, vous recevez juste ce dont vous avez besoin pour pratiquer pendant une semaine. Et ensuite, on va à la semaine suivante. Alors, je vais juste mettre une petite parenthèse que j'ai complètement oublié. Ce qui est important, c'est que la pratique, ça doit être pratiqué dans le plaisir.
Et moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus, parce que c'est ce que j'ai appris avec mes amis bouddhistes, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'effort joyeux. Nous, on a tendance à associer effort et contrainte. Et là, on pratique dans le plaisir. Parce que quand vous pratiquez dans le plaisir, eh bien, vous avez de plus en plus de plaisir. Et plus vous avez de plaisir, plus vous avez envie de pratiquer. Et vous entrez comme ça, progressivement, dans un cercle vertueux qui devient de plus en plus bénéfique. Donc, deuxième semaine, vous recevez l'appareil, présentation écrite, présentation audio, un exercice audio. Vous faites l'exercice avec l'enregistrement et ensuite, vous le reproduisez seul pendant toute la semaine. Et on avance comme ça, étape par étape. Et au fur et à mesure, vous êtes accompagné, vous êtes suivi. Vous pouvez nous envoyer un mail, on vous répond. Vous avez aussi on a un groupe de soutien sur Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et puis là, moi, j'interviens régulièrement. L'équipe répond à vos questions aussi, vous pouvez poster. Et les anciens viennent vous soutenir parce que bon, ils ont commencé à acquérir. Il y a plus de 3000 personnes sur ce groupe. Donc, c'est assez extraordinaire. Et donc, vous êtes accompagné. Ensuite, une fois que si vous faites le cycle 1, vous avez envie d'aller plus loin, mais vous pouvez faire le cycle 2, vous pouvez faire le cycle 3. Et vous êtes toujours accompagné. C'est une vraie formation, c'est très complet, ça n'a rien à voir avec les méthodes gadgets, c'est très construit, vous verrez, et très pédagogique, et vous avancez comme ça au fur et à mesure que vous avancez avec la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est acquis pour toute la vie. Donc oui, c'est un investissement, c'est rien du tout par rapport à ce que vous allez en retirer comme bénéfice, parce que où que vous soyez, quel que soit l'endroit, quelles que soient les situations, eh bien vous pourrez l'appliquer. C'est ça vraiment tout l'intérêt de la démarche. Alors maintenant, moi je vais vous faire un petit cadeau, si vous partez pas trop vite, je vais vous faire un petit cadeau, parce que moi… L'appli aussi, non? Oui. Alors oui, en plus, les cours, vous les retrouvez, on a une application, les cours, vous pourrez les retrouver sur l'application. Nous avons créé une très belle application. Elle est absolument magnifique. Vous, hein. Et vous aurez toutes les activités de ressources actualisation sur l'application, même les activités de notre association humanitaire. Voilà. Dont les méditations. Merci Loïc. Dont les méditations. Voilà. Parce qu'on nous a posé la question. Il y a une émission aussi qui s'appelle Les Balades de Bruno. Vous avez les méditations collectives. Vous avez, vous avez plein de choses dessus. Vous verrez, c'est simplement, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez retrouver. C'est très complet. Voilà, vous avez vos cours, vous avez vos méditations, vous avez tout. Donc voilà. Alors, mon petit cadeau. Normalement, alors vous connaissez sans doute les tarifs qui sont proposés. Si vous êtes allé dans un cabinet, en général, c'est entre 40 voire 150 € la séance à peu près. Donc là, vous imaginez, pour cette semaine de cours sur Internet, ce sont des cycles de formation qui coûtent aux environs de 400 à 1000 € à peu près le cycle. Évidemment, nous, on ne fait pas, puisque notre objectif, c'est de rendre accès à ces démarches, accès au plus grand nombre. Notre objectif n'est pas un objectif financier. Il faut juste que nous, on paye nos charges et tout ça. Et donc, normalement, chaque cycle, dans son tarif normal, coûte 250 € par cycle, mais en réalité, il n'y a personne qui paye ce tarif. Le cycle, vous avez au tarif réduit à 107 €. Mais ce soir, je vais vous faire un petit geste. Jusqu'à demain soir, vous allez mettre le code Bruno et vous allez obtenir chaque cycle à 87 €. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est sur un investissement de toute une vie, parce qu'une fois que vous avez payé, vous ne payez plus. Vous ne payez plus rien. Donc, c'est 87 € par cycle. Donc, si vous faites les 3 cycles, c'est pour une formation qui dure 9 mois, c'est 261 €. C'est tout simplement ridicule. Ça nous permet de financer nos actions humanitaires, de soutenir Planète Altruiste. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Et vous allez bénéficier d'une formation, d'une démarche qui vous servira toute votre vie. Et si, par exemple, vous avez un peu l'impression de l'avoir gâché, de ne pas vous être vraiment impliqué, et vous revenez dans 1, 2, 3 ans, vous voulez la refaire, eh bien, vous ne repayez pas, vous pourrez refaire votre formation parce qu'elle est acquise à vie. Donc ça, c'est vraiment un cadeau. Le code Bruno va rester actif jusqu'à demain soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas prendre trop de monde, parce que nous, il faut qu'on assure quand même le suivi. On traite énormément de mails par jour, donc il faut qu'on puisse vous accompagner au fur et à mesure que vous avancez. Donc on va le laisser activer jusqu'à demain soir, et jusqu'à demain soir, vous pouvez avoir chacun des cycles à 87 €. Sachez juste une chose, c'est que c'est un code unique. Donc, si vous prenez, par exemple, si vous prenez le premier cycle, vous ne pourrez pas l'utiliser ensuite pour les cycles 2 et 3. Par contre, si vous prenez les 3 cycles ce soir, eh bien, vous aurez la réduction sur la totalité. L'autre avantage, c'est un cadeau supplémentaire qu'on fait aux personnes qui prennent les 3 cycles, c'est que vous allez avoir en plus des e-books gratuits. Vous allez recevoir ce qu'on appelle le CD du mois. Donc, tous les mois, vous allez avoir un complément. Ce sont des extraits de séminaires qui ont été donnés entre 30 et 50 minutes à peu près à chaque fois.
Et puis, vous allez recevoir un séminaire vidéo il y a à peu près 5 heures, je crois, de vidéos sur la confiance en soi. Donc, c'est comme si vous aviez participé à un séminaire. Donc, vous voyez, franchement, c'est complètement cadeau. Puis, il y en a plein d'autres. Vous verrez, c'est sur la page que Loïc vous a donnée. Il va le faire réapparaître. Donc, vous allez sur la page, vous allez sur le site ressourcesactualisation.com. Vous cliquez sur l'onglet cours. Et là, vous allez avoir une page qui traite de manière générale les cours. Et vous avez une présentation de chacun des cycles si vous voulez voir le détail. Sophie, voilà. Aime la cuisine, pose une question. J'ai un travail très prenant et fatigant. Peut-on aller à son rythme? Oui, mais justement, c'est tout l'avantage de cette méthode, c'est que vous le faites vraiment à votre rythme. Chaque jour, vous choisissez le moment qui vous convient le mieux dans la journée, le moment où vous êtes le plus disponible. Je vous recommande, si vous avez des journées chargées, d'éviter de le faire le soir, parce que là, vous allez vous endormir. Mais choisissez le matin, vous prenez. Faut vraiment prendre ça comme un rendez-vous qu'on prend avec soi-même. Oui. On va se faire du bien, voilà. Oui. On va se faire du bien pendant un quart d'heure, 20 minutes, et là, on s'occupe de soi. Et puis, le soir, vous pouvez en refaire une petite, mais pour vous défatiguer. Voilà. Alors maintenant, à vous de jouer. Si vous avez vraiment envie de prendre votre vie en main, de vous apporter quelque chose de positif, de vous faire un cadeau, voilà, c'est à vous de vous faire ce cadeau, le cadeau d'une vie meilleure. Et nous, on sera toujours là pour vous accompagner. Juste une petite note, parce qu'il y avait des personnes qui auraient souhaité avoir une méditation directe ce soir, mais bon, j'ai expliqué que ce n'était pas forcément possible et le contexte non plus. Venez dimanche matin. On vous donne rendez-vous le dimanche matin en tout cas ce dimanche matin, à 9h30, une méditation et ce sera en direct. Avec Bruno à 9h30. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le site Oui, mais Loïc vous aurez tous ces liens, vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les informations. Et c'est sur l'appli aussi, si vous prenez l'appli. Et à partir de l'application. D'ailleurs, même si vous ne commandez rien, vous pouvez charger l'appli sur votre téléphone et vous aurez toutes les. Voilà. Tout ce qui est gratuit, en fait, est offert. Voilà. En accompagnement, vous le retrouvez sur l'application. Voilà, vous avez tout. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous surtout. À bientôt. À bientôt, au revoir.